Bonsoir à tous. Après les tempêtes meurtrières de ces dernières semaines, quels sont les réels impacts du changement climatique en Méditerranée? Analyse et reportage avec nos invités sur ce plateau. On se retrouve dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Vous avez encore sans doute à l'esprit ces images de tempêtes en Corse et dans plusieurs autres territoires insulaires en Méditerranée, tempêtes qui ont causé la mort de plusieurs dizaines de personnes et causé de nombreux dégâts matériels, des phénomènes intenses qui sont de plus en plus nombreux et dévastateurs. Les pays méditerranéens, les îles seront fortement affectées ces prochaines années par les impacts du changement climatique. La Méditerranée est une des régions les plus vulnérables. En octobre dernier, le groupe intergouvernemental d'experts a présenté son rapport. Une fois de plus, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, mais seront-ils écoutés et pris en compte, notamment lors de la COP 24 qui aura lieu à partir du 3 décembre en Pologne? C'est en effet toute la question. Alors pour analyser la situation ici en Méditerranée et évoquer les pistes peut-être pour changer la donne, justement, trois invités sont avec nous. Aujourd'hui, Christophe Maury, maître de conférence en biologie à l'Université de Corse. Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette émission. À vos côtés, Stéphane Pourfary, président de l'association Énergie 2050 et auteur du guide sur les défis du changement climatique en Méditerranée. Bonsoir également et merci d'être avec nous. Dominique Lambert, avec nous, est en duplex depuis France 3 Toulouse. Il est responsable de la plateforme d'observation atmosphérique Cohortzica. Monsieur Lambert, bonsoir et merci d'être avec nous depuis Toulouse. Alors, Stéphane Pourfary, vous allez participer à cette COP 24 que j'évoquais il y a quelques secondes en Pologne, début décembre. Mais n'est-il pas trop tard, finalement, quand on voit l'ampleur de ces phénomènes qui ont touché notamment notre région ? Alors, trop tard, non. Nécessaire d'agir, oui. Sachant qu'évidemment, la COP, c'est un agenda politique, donc avec un temps long, inévitablement long, qui doit être traduit ensuite en mise en œuvre opérationnelle au plus près de l'action et au plus près d'un calendrier rapide. Par contre, qu'est-ce qu'on peut attendre de la COP 24 ? C'est la mise en œuvre de l'accord dit de Paris, c'est-à-dire les règles de mise en œuvre. Donc ça risque d'être une COP plutôt technique. Le rapport du GIEC fait partie d'une des commandes de l'accord de Paris, puisque désormais les rapports du GIEC doivent être pris en compte au niveau politique et traduits ensuite. Mais ce rapport du GIEC, pour justement souligner le côté un peu alerte dont vous parliez tout à l'heure, c'est un rapport qui parle de la trajectoire 1,5 et 2 degrés, sachant qu'aujourd'hui, au-delà de cette contribution scientifique majeure, on est plutôt sur une trajectoire 3,5 voire 4 degrés. Donc là, vous voyez bien que l'urgence à agir est encore plus importante. Alors des enjeux très importants. Dominique Lambert, on vous retrouve donc depuis Toulouse. Est-ce que vos analyses, vos constats que vous avez établis ces dernières semaines, ces derniers mois, même ces dernières années, confirment ces incidences du réchauffement avec des phénomènes intenses de plus en plus fréquents, notamment ici en Corse, on l'a connu ces dernières semaines? Alors, l'objectif principal de notre plateforme à vocation d'observatoire, c'est l'amélioration des connaissances dans le domaine de la physique et de la chimie de l'atmosphère, en lien direct avec le climat, effectivement. Et les principales thématiques traitées portent sur des événements météorologiques intenses, les précipitations, les éclairs, la pollution de l'air, les gaz à effet de serre, les particules fines, etc. Et on a commencé ces travaux depuis, grosso modo, 2010. Alors, quand on parle de climat, évidemment, c'est sur des échelles de temps beaucoup plus longues, mais ceci dit, nos premières observations vont effectivement dans le sens d'une évolution de ces phénomènes météorologiques, en particulier les températures qui sont à la hausse. Ceci est confirmé principalement par les observations de Météo France. Pour notre part, par exemple avec notre réseau d'observation de l'électricité atmosphérique, on commence à faire ressortir quelques tendances, mais il est encore un peu tôt pour arriver à conclure quelque chose dans ce domaine. On vous retrouve dans quelques instants.
Christophe Mort, vous travaillez quand même depuis longtemps, depuis de nombreuses années sur ces thématiques au sein de l'Université de Corse. Hein. Vous avez constitué une unité spécialisée avec Antoine Orsini notamment. Vous travaillez sur le terrain, pas seulement dans vos laboratoires. Là aussi, en quelques instants, parce qu'on reviendra sur les détails un petit peu plus tard, là aussi, ces impacts, vous les constatez depuis de nombreuses années et on arrive là à des situations extrêmes, effectivement. Oui, 30 ans d'analyse, 30 ans sur des hydrosystèmes de plaine d'altitude. On a travaillé sur les lacs, sur les pots de cygne, sur les cours d'eau, sur les zones humides. 30 ans d'études sur les débits, sur les températures et la combinaison de température-pluviométrie. Pour vous dire simplement que les premiers constats qu'on peut tirer depuis déjà quelques années, c'est une baisse des débits assez importante des cours d'eau, de l'ordre de 30% en 60 ans, avec des pics exacerbés en plein été où on monte à 55%. Donc des problématiques dans la période de stress qui sont assez importantes et des problématiques aussi sur la biodiversité qu'on évoquera probablement tout à l'heure. Nous y revenons dans quelques instants. Un premier reportage, alors on le disait, des intempéries plus fréquentes et plus intenses. C'est le constat établi en particulier par les scientifiques. Explication. La violence des orages en Espagne, des trombes d'eau en Italie, des rues dévastées en Grèce ou encore des tempêtes dans le sud de la France. L'intensité des pluies a augmenté de 22% autour de la Méditerranée depuis 50 ans. Les climatologues peuvent depuis peu quantifier l'augmentation de ces phénomènes de moins en moins exceptionnels. Et leur origine, selon eux, c'est le réchauffement climatique. Si le climat est stabilisé à 1,5 degré, les précipitations vont augmenter moins fort que si le climat est stabilisé à 2 degrés ou 3 degrés ou 4 degrés. Les scientifiques s'appuient sur les lois de la physique. Quand la température de l'atmosphère augmente de 1 degré, l'humidité grimpe de 7% et les épisodes de pluie diluvienne deviennent plus fréquents. L'émission des gaz à effet de serre va donc jouer un rôle capital dans les prochaines années. Selon d'autres scientifiques, l'intensité des pluies pourrait augmenter de 10% autour de la Méditerranée d'ici 2100. Plus intenses et plus fréquentes, ces précipitations pourraient avoir des conséquences plus souvent catastrophiques. Oui, c'est vrai, Stéphane Poufari, que concernant notre vie quotidienne, notre vie de tous les jours, elle est déjà, on le voit, impactée par ces phénomènes climatiques intenses, mais elle le sera de plus en plus dans l'avenir. Alors, c'est sans aucun doute, mais au-delà de ce qui a été présenté dans le reportage, c'est qu'il faut bien voir qu'il y a toute une chaîne en fait qui commence à être perturbée, qu'il est déjà la réalité pour des millions de personnes alors de par le monde, mais bien évidemment autour du bassin méditerranéen qui est considéré comme un hotspot climatique, hein, on le sait tous. Ça veut dire que ça va être encore plus exacerbé qu'ailleurs. Mais si vous voulez, le climat vient s'ajouter à des problématiques déjà relativement mal gérées. Ce qui veut dire que l'occupation côtière, la question de la ressource naturelle, le développement des villes, l'usage de l'énergie, donc toutes ces problématiques s'additionnant, non seulement il y a des événements extrêmes qui vont venir évidemment perturber tout ça, mais les conséquences ont des effets ricochets sur quasiment tous les domaines. L'alimentaire par exemple. On sait aussi qu'1 degré de plus, c'est 10% de perte de rendement. Alors on dit ça chez nous, mais imaginez sur certains pays qui sont déjà soumis à du stress hydrique ou autre. Donc toute une chaîne fragile dans beaucoup d'endroits commence à être particulièrement vulnérable. Et dans des endroits qui étaient déjà vulnérables, on est dans des positions carrément d'exacerber toutes ces tensions qui vont évidemment se traduire sur des questions sociales, économiques et environnementales. Dominique Lambert, on revient avec vous depuis Toulouse. Il y a eu ces intempéries qui ont causé la mort d'ailleurs d'une personne en Corse et puis causé de très très gros dégâts matériels. On y reviendra dans un instant. Justement, à travers cet épisode, on peut dire qu'il y a là, je dirais, la concrétisation de tout ce que vous avez pu analyser ces dernières semaines et ces derniers mois par rapport à cette évolution pour la Corse. Alors ce type d'événement n'est malheureusement pas se produit assez régulièrement en cette saison. Effectivement, il y en a mais des pas plus avec la même intenses que intensité d'autres, en tout cas. Pas tous avec la même intensité. Alors, pour l'événement qui s'est produit, on a la chance d'avoir pu le quantifier grâce à nos
notre réseau d'observation. Et bon, il est encore un peu tôt pour pouvoir donner des informations sur ce qu'on a mesuré, parce que ça demande un long travail de traitement, mais on aura la possibilité de pouvoir expliquer en profondeur ce qui s'est passé pour mieux ensuite le prendre en compte dans les modèles de prévision et améliorer les choses dans le futur. C'est un petit peu ça notre objectif dans le domaine de la recherche en météorologie. D'accord. Christophe Maury, par rapport à ces épisodes intenses, par rapport à ce premier reportage que l'on vient de constater, alors vous, c'est effectivement la biodiversité qui vous intéresse tout particulièrement, mais on peut dire que c'est un ensemble qui doit être étudié justement pour bien dégager, analyser les causes, et puis dans l'avenir, mieux anticiper et puis trouver des solutions. On y reviendra tout à l'heure également sur ces solutions. Oui, c'est un ensemble, et cet ensemble, j'allais dire, il est, là on va le prendre à l'échelon méditerranéen, mais Stéphane disait tout à l'heure que la Méditerranée c'est un hotspot climatique. Je parle sous couvert de notre collègue à Toulouse, mais hotspot climatique, on voit aujourd'hui qu'il y a des endroits sur la planète qui surréagissent par rapport au changement climatique. C'est évidemment les régions polaires, mais les régions, les écosystèmes, puisque c'est plutôt mon domaine, les écosystèmes plutôt méditerranéens. Et les écosystèmes méditerranéens aujourd'hui, c'est évidemment la Méditerranée, c'est une partie de l'Australie et c'est la Californie. Donc on voit aujourd'hui aussi l'état de la Californie avec de nombreux morts. Donc c'est des écosystèmes qui ont une surréaction. Alors quand on parle de la Méditerranée, quand on parle d'érosion du littoral, quand on parle de pollution directe ou indirecte, que ce soit des perturbateurs endocriniens, des plastiques, quand on parle de surpêche, quand on parle d'espèces invasives qui arrivent soit par le canal de Suez, des espèces lessepsiennes, soit ce sont des espèces qui arrivent par les eaux de ballast, et là il y en a beaucoup et c'est assez important. La Méditerranée, elle s'acidifie. La Méditerranée, c'est un milieu qui est extrêmement sensible, donc on a une augmentation de la température, une salinisation aussi de la Méditerranée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Méditerranée, elle réagit aussi. Vous avez le niveau de la mer qui monte de l'ordre de 40 cm, donc ça se réchauffe. Donc des impacts multiples. On a une température de l'eau de mer qui était de 22 degrés, par exemple, dans le parc de Scandola, ce qui a entamé la mortalité des nacres, notamment, par la présence de parasites. Mais la Méditerranée, c'est aussi des grandes routes maritimes. Et cerise sur le gâteau, c'est aussi la destination de nombreux touristes dans le monde. C'est la destination des touristes dans le monde. Donc c'est un milieu sur lequel est exercée une très forte pression. Alors nous y reviendrons dans quelques minutes. Auparavant, un retour en images sur ce qui s'est passé également en Italie, en particulier en Sicile. Vous savez, il y a eu 13 morts là-bas il y a de cela quelques jours, après l'épisode qui a touché la Corse. Retour en images et nous en parlons tout de suite. Casteldaccia, petite ville de Sicile, a été ravagée par les flots. Un ruisseau sorti de son lit a tout emporté sur son passage. Dans cette maison, l'eau et la boue n'ont laissé aucune chance aux habitants. 9 personnes d'une même famille ont péri noyées. 3 autres membres en ont réchappé en grimpant à un arbre. En pleine nuit, les cercueils ont été évacués. Des enfants de 1 an, 3 ans et 15 ans font partie des victimes. Cet homme n'a rien pu faire pour sauver les siens. L'eau a emporté toute ma famille. Toute ma famille est morte. Le président du Conseil italien, touché par ce drame, s'est rendu à l'hôpital pour rencontrer les survivants de cette famille si durement touchée. C'est une tragédie d'être chez soi, à la maison, et d'être emporté soudainement par une rivière en crue. Les sauveteurs sont pourtant arrivés très vite. À quelques kilomètres de là, d'autres villes de Sicile ont été balayées par cette même tempête. À la hâte, certains habitants sont obligés d'abandonner leurs maisons, devenues trop dangereuses. On a évacué 10 familles qui seront mises à l'abri. Depuis une semaine, les Italiens sont confrontés à de violentes intempéries, qualifiées des plus importantes des 60 dernières années. Ce n'est pas la nature qui est en cause, c'est l'homme qui a construit ses habitations en zones vulnérables et inondables. Et je rajouterai que cela fait 10 ans que le lit de la rivière n'a pas été nettoyé. Et on voit les conséquences, des destructions et des morts malheureusement. Le bilan pour l'instant provisoire fait état de 29 morts. L'Italie estime avoir besoin de 40 milliards d'euros
pour sécuriser le territoire national. Dominique Lambert, on vous retrouve depuis Toulouse. Alors on vient de voir ces images terribles en Sicile, mais il y a eu également des tempêtes, des inondations meurtrières aux Baléares et puis en Sardaigne ces derniers mois. Est-ce que ça veut dire que les îles méditerranéennes sont particulièrement concernées par l'impact de ce changement climatique ? Ouais, j'aurais tendance à dire, comme on le disait tout à l'heure, que la Méditerranée a été qualifiée de hotspot climatique. Et c'est vrai que sa particularité, c'est d'être à l'interface de plusieurs masses d'air de provenance différentes. Et associé à ça, il y a un relief très important qui perturbe les écoulements atmosphériques. Et la prise en compte de ces courants atmosphériques est très importante pour pouvoir prévoir ce type d'événements intenses, dont on connaît finalement assez bien les ingrédients basiques. C'est l'arrivée dans les basses couches près du sol d'air chaud, humide, en provenance du sud, et en même temps, en provenance en général de l'ouest, de l'air sec et froid en altitude. Et la localisation, la colocalisation de ces masses d'air est très importante à échantillonner. Il faut avoir de bonnes mesures de cette région-là pour ensuite pour pouvoir faire de bonnes prévisions des précipitations. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, donc, on profite de la présence de la Corse pour améliorer cette couverture, puisque c'est en amont. La Corse peut être vue de ce point de vue-là comme une sentinelle pour, par exemple, les événements qui affectent le sud de la France continentale, tels que les Cévennes. Alors, Italie, France, pays du sud méditerranéen, Stéphane Bouffary, on peut dire qu'une coopération plus forte s'imposerait dans ce domaine également, en Méditerranée. S'imposerait, je pense que c'est le bon mot. Et alors, elle existe. Il y a un nombre assez fort de multi-acteurs qui travaillent sur ces questions, les échelons territoriaux, les acteurs non étatiques qui travaillent sur ces sujets. Une coopération entre États aussi existe. Mais j'ai envie de dire que finalement, et ça a été déjà plus ou moins abordé, c'est une histoire connue. C'est-à-dire qu'on connaît les ingrédients de ce qui va se passer, on a une assez fine perception de qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter. Donc là, on doit avoir une stratégie à deux dimensions. Comment augmenter la résilience des territoires qui sont soumis à cette vulnérabilité, premier point. Comment faire en sorte que les nouveaux territoires qui sont soumis à des pressions qu'on a déjà abordées puissent s'aménager de manière à limiter l'impact sur le territoire et à limiter en même temps leur contribution aux effets du changement climatique, donc au changement climatique. Donc là, on a bien deux stratégies différentes. C'est d'une part réduire à la source, l'atténuation, donc comment on va développer nos nouveaux territoires, nos nouveaux procédés de vie en commun, et comment ensuite on va pouvoir prendre en compte. Et aujourd'hui, ces alertes-là, ces problématiques qui sont véritablement des champignons explosifs, moi j'ai envie de dire, ça devrait nous servir aussi de mémoire, c'est-à-dire réparer chaque erreur que l'on va continuer à faire dans un aménagement d'un territoire, quel qu'il soit, qu'on touche à un aménagement naturel, à un aménagement urbain ou autre, finalement, on ne pourra pas le réparer. Parce qu'il y a une telle pression, alors démographique, oui, mais pas que ça, l'usage des ressources, la mobilité dont on parlait, les besoins de consommation. Donc aujourd'hui, on doit avoir une dimension très rapide de se dire, protégeons l'existant, anticipons que ce qui va être mis en place ne fasse pas pareil, et surtout, évitons cette espèce de mélange permanent qui va faire que la situation va être irréparable. Parce que ça va beaucoup trop vite et ça va être du tout front. C'est-à-dire que c'est en train de partir sur quasiment tous les fronts en même temps, et à un moment donné, on ne pourra pas réparer. Alors, on le disait tout à l'heure, la Corse donc, a été particulièrement touchée ces derniers jours, ces dernières semaines, par un phénomène d'une très grande intensité, fin octobre, début novembre. Gros dégâts matériels, des dégâts notamment pour les surfaces agricoles. Le reportage. Ces olives tapissent le sol sur plusieurs hectares. C'est une des conséquences de la tempête Adrian. Alors que la récolte vient à peine de débuter, cette oliveraie de Foleli doit faire face à une baisse de la production. Nous concernant, on a perdu à peu près 40 kilos par arbre, ce qui est assez considérable sur 3000 arbres. Donc c'est à peu près 40% de la récolte. Et de l'autre, le problème qui se pose, c'est que les intempéries ont entraîné également une baisse des rendements. Une fois par terre, les fruits n'ont plus la même qualité. De plus, les ramasser manuellement n'est pas rentable. Le coût de la main-d'œuvre serait trop élevé. Un autre problème se pose. Avec les pluies de ces derniers jours, les olives restées sur les arbres se sont gorgées d'eau. Lors de la presse des fruits, la quantité d'huile sera moins importante. On peut évidemment les mouliner, mais le rendement final est amoindri. C'est-à-dire que normalement, on gravite à plus de 20%, et là, on est en moyenne autour de 10%.
donc divisé par 2. Un peu plus loin, sur Talonne, d'autres oliveraies ont subi les effets d'une mini-tornade. Plusieurs arbres et leurs tuteurs ont été arrachés. Là, sur 250 mètres, la plupart des arbres couchés, pareil de façon transversale sur le bas du champ. Et là, bon, le moment d'émotion passé, comment vous expliquez? Vous dites, bon, allez, je pense que maintenant, il va falloir se retrousser les manches et les replanter au plus vite. Remis sur pied, rien ne dit que ces oliviers survivront, car une partie de leurs racines a été arrachée par la tempête. Les chambres d'agriculture ont été saisies par la filière. Pour le moment, une vingtaine d'oléiculteurs demandent le classement en calamité agricole pour la perte de leur production. Effectivement, Christophe Mort, et on vient de le voir à travers ce reportage, des dégâts considérables pour les surfaces agricoles, pour tous les cultivateurs. On peut dire que finalement, c'est aussi toute la végétation insulaire qui est concernée par ce changement climatique et par ces effets de ce changement climatique. Quels sont les constats que vous faites, vous, justement, au niveau du travail que vous réalisez à l'université ? Alors, tout à l'heure, on parlait des îles en Méditerranée. On a 15 000 îles en Méditerranée. Ce sont des milieux insulaires, ces écosystèmes sont des écosystèmes qui sont très fragiles. Très vulnérables donc. Vulnérables, qui sont dans un équilibre assez précaire. Et ce sont des écosystèmes qui sont à forte valeur écologique. Donc qui peuvent être faciles à déstabiliser. Et il est vrai que les pratiques culturelles qu'on peut avoir et les ambitions aussi dans ces pratiques, c'est-à-dire avoir une vue à plus long terme, pourrait permettre de développer d'autres pratiques qui aujourd'hui restent cantonnées. Bon, on reste à des pratiques agricoles et à des pratiques, j'allais dire, d'aspersion qui sont assez connues. Je pense qu'il faudrait être un petit peu plus ambitieux dans le domaine. Quant à la végétation, effectivement, la végétation de notre île, pour prendre la végétation de notre île, effectivement se transforme. La forêt, depuis 1880, a beaucoup progressé en Corse. Mais la forêt se transforme. La forêt de chênes verts se transforme en maquis moyen et maquis bas. Et on sait l'incidence que ça peut avoir sur les incendies. Je vous rappelle simplement qu'on a eu un incendie juste à côté de chez moi, donc l'année dernière sur Cervioni, le 2 janvier. 2 janvier, ça veut dire qu'on a des périodes sèches, même en hiver. Et on s'est retrouvé cette année avec 380 mm de pluie dans un village qui est juste à côté, qui s'appelle Felge, en quelques heures. Donc voilà le contraste, et la pression qui va s'exercer sur les différents peuplements. Dominique Lambert, on revient avec vous depuis Toulouse. Je voulais vous demander si des phénomènes de tsunami, tels qu'on a pu les constater dans d'autres pays que des pays méditerranéens, sont à redouter dans notre région, en Méditerranée. Là, ce n'est pas vraiment de ma compétence, mais ce que je pourrais dire, à mon avis, c'est que ce type de phénomène en soi, physiquement, pourrait se produire, mais les échelles spatiales sont beaucoup moindres que ce qui s'est produit dans les grands océans. Donc les répercussions seront moindres. Mais après, à côté de ça, je ne suis pas spécialiste. D'accord. Alors, la plateforme dont vous occupez, Corsica, donc c'est un projet qui a été porté par la collectivité de Corse. Ces analyses, ces constats, ces évolutions, ces recherches que vous menez, vous à Toulouse et ici en Corse, bien entendu, avec d'autres scientifiques, elles vont servir de base pour quoi précisément ? Alors, en fait, cette plateforme a une double vocation. D'abord, sa première vocation, c'est d'être une plateforme expérimentale permettant d'accueillir des campagnes de mesure, comme ça a été le cas depuis 2012 et encore tout récemment. Le mois dernier, on a mis en place une campagne de mesure dédiée à l'étude des orages et des phénomènes électriques associés. C'est le projet ANR Hexaèdre qui a été mis en place autour de notre réseau d'observation des éclairs en 3 dimensions, qui est le réseau SAET, qui fait des mesures, qui opère sur la Corse depuis 2014.
Là-dessus se sont greffés d'autres moyens d'observation qui étaient basés principalement sur la plaine orientale, sur le centre INRA de San Julián. Et il y avait également un avion de recherche, un Falcon 20, qui était lui basé à Solenzarbe, un laboratoire volant permettant d'aller au plus près des cellules convectives. La deuxième vocation de notre plateforme, c'est de pérenniser les choses, c'est-à-dire qu'on ait une structure pérenne d'observation de l'atmosphère. Pourquoi pérenniser ? Parce que dans notre domaine, les séries de mesures les plus longues sont les meilleures, de façon à donner des tendances et pouvoir répondre à des questions en lien avec le changement climatique. Alors évidemment, on n'en est qu'au début, mais déjà les premières mesures depuis grosso modo 2012, 2013, 2014 commencent à faire apparaître des choses intéressantes, même s'il est toujours difficile de faire ressortir quelque chose sur une période assez courte comme celle-là. En plus de ça, on pourrait également penser pouvoir étendre nos observations au pourtour, par exemple s'étendre vers le golfe de Gênes, la mer Tyrrhénienne, voire la Sardaigne, pour étendre par exemple ce réseau SAET dans le cadre d'un programme tel que Interreg Maritimo ou d'autres possibilités. Voilà un petit peu nos deux thématiques principales. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Lambert, d'avoir été avec nous depuis Toulouse pour cette émission. Merci beaucoup pour toutes vos précisions. Alors, les dégâts causés par la tempête Adrian en Corse posent une nouvelle fois des questions sur l'aménagement du territoire et en particulier du littoral, bien entendu. Faudra-t-il revoir les lois et règlements d'urbanisme et de construction ? Les interrogations sont bien sûr nombreuses. Explications. C'est le calme après la tempête, mais Christian de l'association Oulewante n'est pas dupe. Des tempêtes comme Adrian, il en est sûr, il y en aura d'autres, et il n'est pas surpris par les dégâts terribles subis par les côtes de l'île. Il y a eu une inflation extraordinaire en construction en littoral. Donc stop, danger, danger, danger. Il faudrait qu'on se soucie un peu de la sécurité des gens et qu'on fasse attention, si vous voulez, à ne pas sacrifier à de la spéculation, de l'investissement et du profit. Port dévasté par les vagues, paillotes et maisons détruites, centre-ville balayé par des mini-tornades, les derniers jours ont montré la fragilité du littoral corse. Un littoral qui se développe de manière anarchique. Ce développement, ancré dans les habitudes, l'Ordre des architectes corses le dénonce. Sur l'urbanisme, d'une manière générale, on constate à tout point de vue, qu'on parle du logement, qu'on parle des aménagements commerciaux, qu'on parle des aménagements urbains, qu'on a l'impression qu'on raisonne toujours sur un ancien modèle, un ancien logiciel. Et aujourd'hui, le contexte économique, culturel, cette question justement des risques qui devient prépondérante, les problématiques environnementales imposent ce qu'on pourrait appeler un changement de logiciel. Et ce changement de logiciel, certaines communes commencent à l'intégrer. À Fauriane, en 2016, ce ruisseau, le Saint-Pancras, s'était transformé en fleuve et il avait inondé le centre commercial voisin. Depuis, des aménagements ont été effectués, mais il faudra faire plus. Il va falloir changer notre approche d'urbanisation, être plus sage, avoir un vrai respect de toutes les règles, parce que sinon je pense que nous courons à de vraies catastrophes. Et les maires et les mairies ont aujourd'hui conscience de ce phénomène, et je pense que tous les documents qui vont découler des années à venir tiendront compte de cela. Du côté de l'État, il existe déjà un plan de prévention des risques qui encadre les documents d'urbanisme. Mais pour le préfet de Haute-Corse, ces risques ont augmenté et il faudra s'adapter. Nous sommes en train de réviser toutes nos prévisions, sur toute la côte. C'est du travail qui est important, qui prendra du temps. Ça veut dire qu'il faudra qu'on révise tous les plans locaux d'urbanisme, tous les documents d'urbanisme, pour prendre en compte ce risque. Un changement en profondeur compliqué à mettre en œuvre, mais souhaitable, pour éviter qu'une prochaine tempête sur la Corse ne produise les mêmes dégâts, voire pire. Oui, on le constate effectivement, les réglementations en vigueur dans ce domaine doivent être reconsidérées sur le littoral, mais pas seulement. On ne peut pas demander à tous ceux qui résident dans ces zones de partir. C'est une équation très compliquée quand même, Stéphane Poufari, sur ce domaine-là. C'est une des équations les plus compliquées, c'est-à-dire de comment prendre en compte un risque nouveau qui avait dans certains cas été identifié, mais pas tout le temps.
Au-delà évidemment, dès lors que c'est hors de la loi, ça veut dire que ça a été identifié, donc il y a une dérogation qui a été faite. Donc là, évidemment, la correction doit être logique. Mais par contre, que ça se passe au nord, au sud ou à l'est dans la Méditerranée, effectivement, la question côtière est assez importante, puisque c'est là où il y a une concentration de population importante, et que de fait, ce sont des zones de survulnérabilité. Et ce sont souvent des zones très touristiques. Voilà, aussi. très touristiques. Alors, il y a même d'ailleurs des endroits en Afrique subsaharienne où du trait côtier a fait que le tourisme a changé, du tourisme côtier est devenu du tourisme de randonnée ou du tourisme... Voilà. Donc évidemment, ça veut dire qu'il y a un changement d'affectation de l'usage. Mais pour les gens qui y résident, j'ai envie de faire un petit clin d'œil par rapport à ce que vous avez dit dans le précédent reportage où il y avait la notion de coût. Et là, je crois que cette notion de coût, je crois qu'elle doit nous être aussi un critère d'évaluation de la décision publique par rapport à comment je vais aménager ou corriger un territoire. Alors évidemment, inévitablement, il y aura des gens qui vont être en fragilité parce qu'il va y avoir des indemnisations à faire. Il y a une décision politique parfois douloureuse qui est de dire, bah oui, on ne va pas repositionner des gens là parce que le risque de vulnérabilité est trop élevé, c'est une chose. Par contre, il y a aussi quelque chose qui veut dire, c'est qu'on va devoir aussi peut-être protéger et réaménager de manière naturelle ces territoires pour qu'ils jouent leur rôle. Parce que ces territoires-là sont aussi des territoires qui ont un périmètre de régulation naturelle par rapport à des aléas. Tout à l'heure, tu parlais de la salinité. Ben effectivement, ici comme ailleurs, les territoires côtiers avaient un rôle de régulation ou autre et on les a artificialisés. On a changé leur affectation et évidemment, tout ça participe de ce risque qui s'amplifie. Donc, vous avez raison, c'est une question qui est une décision politique. D'appliquer les règles existantes, quand elles n'existent pas, de les mettre en place, et puis aussi, peut-être aussi de bon sens économique, qui est d'éviter de perdre de l'argent sur des situations vulnérables et amenées à se répéter, et anticiper, finalement, en mettant en œuvre quelque chose de différent. Pollution croissante, déclin de la biodiversité. Christophe Maury, qu'est-ce que vous avez constaté, notamment dans les fleuves et dans les rivières de Corse? Parce qu'on parle beaucoup du littoral, mais les effets sur la montagne, ils sont aussi considérables. Je vais compléter un petit peu ce que disait Stéphane. En termes de changement climatique et en termes de crues, un des amortisseurs de ces crues, c'est le contexte de zones humides, c'est-à-dire tout ce qui pourrait permettre d'amortir la crue. Et ça a souvent été balayé. Les zones humides en Europe, elles ont disparu à peu près à 50% au XXe siècle. En Corse, à 65%. Bon, il y avait des raisons, le paludisme, etc., mais ces zones humides ont disparu. Ce sont d'abord des amortisseurs concernant les crues, et ensuite, c'est un soutien à ce qu'on appelle aussi au débit d'étiage. Donc, qui permet d'éviter d'avoir de basses eaux trop longtemps en plein été. Voilà, ça, c'était la première des choses. Sur l'aspect littoral, je pense que la solution de repli stratégique est évidente. C'est-à-dire, à terme, on ne peut plus rester sur la bande des 100 mètres, il va bien falloir dire les choses telles qu'elles sont, il faudra passer à la bande des 200 ou la bande des 300 mètres. On ne pourra pas faire autrement. Mais il y a quand même l'existant, et là c'est très compliqué. Voilà, quand même. alors dans l'existant, il y a soit un phénomène de résilience et on essaye de s'adapter, soit un phénomène de résistance. Et c'est vrai que des structures peuvent être installées, ça et là, pour essayer de contrecarrer la mer, même si on sait que ça a des conséquences par ailleurs. Voilà. Sur l'aspect biodiversité, l'aspect biodiversité est intéressant parce que, si vous voulez, on touche à des équilibres. Les écosystèmes en Corse, par exemple les écosystèmes des cours d'eau, sont fragilisés parce que vous avez une augmentation de température. Bon, un exemple très simple, vous vous trouvez à 32 degrés dans le bas du Tavignane en plein été. Donc vous imaginez le Tavignane qui réchauffe la mer Tyrrhénienne. Donc la température augmente, donc si vous voulez, vous avez une migration de certaines espèces et vous avez une réduction de la niche écologique d'espèces très locales, d'espèces endémiques. Bon, vous allez me dire, ça peut être secondaire. Ce n'est pas secondaire parce que, si vous voulez, ça libère des niches écologiques pour des espèces qui ont des cycles biologiques beaucoup plus volontaires, beaucoup plus courts. Ces cycles biologiques, ce sont les moustiques. Et vous voyez où je veux en venir avec toutes les maladies parasitaires comme le chikungunya, la dengue ou la fièvre jaune. Donc évidemment, on va avoir des maladies hydriques, le bulin par exemple, qui provoque la bilharziose, avec ses augmentations de température. La fin du siècle, avec l'augmentation de température, verra une modification profonde de la diversité dans ces cours d'eau et un impact aussi sanitaire. Un petit mot aussi concernant la truite macrostigma. On a étudié ce qu'on appelle des ruisseaux pépinières chez les truites et on s'est aperçu de quoi? Alors je vais faire très court, en 25 ans, on s'est aperçu que 95% des populations de truitelles disparaissaient en tête de bassin.
Donc la truite endémique, actuellement, c'est vrai, la truite endémique est en péril. Et je vous donne juste un chiffre, les potcines de Nîmes en plein été, c'est 28 degrés. Voilà, pour que les téléspectateurs se rendent bien compte. Alors justement, sur les impacts pour la biodiversité, parce qu'on va y revenir dans quelques instants, la température de la mer a augmenté, on le sait, des nouvelles espèces sont apparues, vous l'avez précisé tout à l'heure. Le reportage, les explications, et on en reparle tout de suite après. La Grande Bleue se réchauffe, irrémédiablement. Des étés à rallonge, des périodes de canicule à répétition, de nouvelles espèces, parfois invasives, comme ces algues filamenteuses de plus en plus nombreuses qui recouvrent les fonds, asphyxient le corail et empêchent les poissons de nidifier. À bord de ce bateau, des scientifiques cherchent à comprendre ce type de phénomène récurrent. Ils prélèvent régulièrement des micro-organismes, par exemple, comme le plancton, le début de la chaîne alimentaire, sensibles aux variations de température. S'il y a des espèces que l'on voit disparaître par rapport à d'autres qui peuvent se multiplier, effectivement, ça peut engendrer des déséquilibres au niveau de la ressource et donc après des déséquilibres au niveau des populations. Des campagnes de surveillance aussi de l'état des fonds grâce à des caméras. Bon, effectivement, l'herbier est en bonne santé et pas du tout recouvert de mucus. On a des poissons qui sont spécifiques à l'herbier, spécifiques à la Méditerranée, donc pas d'espèces a priori introduites. En un siècle, la température de la Méditerranée en surface a grimpé par endroits de 0,7 degrés. Ça semble peu, mais c'est énorme. Suffisamment pour avoir un impact déjà sur la biodiversité. Un homme a vu la mer changer. Gérard Carodano. Il est pêcheur de poissons vivants. Il plonge presque tous les jours au large de la Ciotat depuis 40 ans. Ça, voilà, ça c'est une des espèces qui a toujours été présente, mais il y en a beaucoup plus qu'avant. L'arrêt pastenague ou le barracuda qui prolifère aujourd'hui au large de Marseille. C'est vraiment une espèce qui, en principe, était relativement présente dans les zones les plus chaudes de la Méditerranée et qui maintenant ont gagné tout le bassin méditerranéen. Le baliste de Caroline également. Avant, quand on prenait un baliste, c'était vraiment un événement. Maintenant, c'est devenu très très fréquent. Toutes les espèces ne pourront pas s'acclimater au réchauffement. Certaines monteront plus au nord, mais on estime que 14 devraient s'éteindre avant la fin du siècle. Mais effectivement, Christophe Maure, et le constate, ce sont tous les écosystèmes marins qui sont concernés, la faune, la flore également. Qu'est-ce qui va se passer là dans les années à venir ? Alors en Méditerranée, on a des écosystèmes qui sont précieux, et qui sont que là d'ailleurs, notamment l'herbier de Posidonie, qui a une grande importance de par le stockage du carbone, de par sa capacité pour stocker le carbone, mais aussi pour freiner les houles. Et là, vous voyez que ça a un impact direct sur l'érosion du littoral notamment. Les écosystèmes sont déstabilisés. Il y a des espèces qui apparaissent, il y a des espèces qui disparaissent, notamment les espèces lessepsiennes qui viennent donc du canal de Suez. Le barracuda par exemple, mais vous avez aussi des espèces qui disparaissent du fait de cette augmentation de température. Ça laisse par exemple la place à des nuées, par exemple, on va dire des nuées d'algues ou des nuées de cnidaires, c'est-à-dire on a pas mal d'espèces de méduses qui prolifèrent. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus le prédateur qui va à côté. Donc les écosystèmes sont déstabilisés. Et c'est vrai que l'acidification de l'eau, parce que l'eau s'acidifie peu à peu, la salinisation de l'eau, impacte ces écosystèmes. Et l'herbier de Posidonie, qui est un lieu de frayère aussi pour pas mal d'espèces de poissons, par exemple, est un milieu qui est en équilibre. Et encore là, un équilibre relativement précaire avec ce réchauffement. Parce que je dirais deux mots sur le réchauffement aussi, parce que tout à l'heure, on en a parlé peut-être un peu vite. La Méditerranée, actuellement, sur la Méditerranée, le réchauffement, il est de 1,4 degré depuis l'ère pré-industrielle, alors qu'il est de 1 degré sur la planète. Et à l'horizon 2040 ? À l'horizon 2040. Parce que c'est ça l'objectif qui est fixé par les scientifiques, justement. On est à de l'ordre de 3 degrés, mais pour la Méditerranée, ce sera peut-être de l'ordre de 5 degrés. Et c'est pour ça que quand on fait des moyennes, la moyenne, ça voile un petit peu la réalité. Je vais donner un exemple local. Donc ça veut dire que la Corse se rapprocherait des températures de la Tunisie la Corse, en été, par exemple. À l'horizon 2040-2045, aurait la température de Tunis, approximativement. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'on a un différentiel qui se crée en fonction de l'altitude. On a une île qui est très haute, 533 mètres en moyenne, 20 sommets à plus de 2000 mètres.
on s'est aperçu qu'au fur et à mesure qu'on montait en altitude, la température augmentait, mais de façon différente, c'est-à-dire en créant un différentiel par saison. Je vous donne un exemple simple. La température à Morosaglia a augmenté de 3,2 degrés au printemps depuis 1970. Oui, donc ça crée des écarts et évidemment, ça joue, comme on le disait tout à l'heure, sur les écosystèmes végétaux notamment. Oui, parce que là, on est en zone de montagne. Là, on est en zone de montagne, mais si vous voulez, c'est un ensemble. Hein. Le milieu marin, évidemment, va être largement impacté aussi. Alors, Stéphane Pouffary, on parlait là, je dirais, de la Méditerranée, Italie, l'Espagne, donc le sud de la France, les îles, mais il y a aussi tous les pays de la rive sud de la Méditerranée qui vont être impactés, qui sont déjà impactés en termes de réchauffement, sécheresse, inondations plus fréquentes, la gestion de l'eau qui va être de plus en plus difficile. Là, il va y avoir une coopération qui va être nécessaire. Comment faire ? Alors, la coopération, il faudra l'avoir à plusieurs niveaux. Il y a, dans le cadre international, sous couvert des Nations Unies, l'exemple de la COP24, donc, qui déroule son programme de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Là, chaque pays, État partie, a fait ce que l'on appelle une contribution déterminée. Donc, c'est-à-dire que chaque pays, quel qu'il soit, dit développé ou en développement, a pris des engagements de réduction nette de ses émissions. Même les pays en développement, donc tous nos amis de la rive sud et est de la Méditerranée, comme les pays de l'Europe ou du Nord, ont pris des engagements de réduction nette. Le Maroc, par exemple, c'est environ 30% de réduction par rapport à un scénario business as usual, donc c'est quand même significatif. C'est des engagements forts. Et les effets, ils vont être visibles Alors là, c'est pour l'horizon 2030. À quel horizon ? C'est l'horizon 2030, c'est sur le scénario 2020-2030. Alors là où c'est tout à fait intéressant de voir, c'est qu'ils ont aussi des engagements dits conditionnels qui vont être soumis à l'aide internationale, ce qui est complètement logique. On est dans une logique de coopération. Donc ça, c'est au niveau des États. Alors, j'ai envie de dire, on a souvent tendance à penser que c'est nous qui sommes les meilleurs élèves. Pour le coup, on a beaucoup de pays dits en développement qui ont pris des engagements particulièrement significatifs. Et l'exemple du Maroc est tout à fait intéressant, puisqu'on va regarder un reportage, justement, dans un instant, et puis on reparle de ces pays dans quelques instants, parce qu'effectivement, le Maroc est en phase de transition dans ce domaine du réchauffement. On constate une hausse des précipitations. Du coup, le désert change de physionomie et un système ancestral d'irrigation des oasis est à nouveau utilisé. Ce système, ce sont les Kétara, conçus par l'homme il n'y a pas moins de 3000 ans. Le reportage, et on en parle tout de suite après. Dans le sud-est marocain, les étendues de palmiers dattiers abritent de nombreux agriculteurs. Dans les oasis, ils vivent de leurs terres, de leurs récoltes et de l'élevage du bétail. Tout cela reste possible grâce à l'eau, rare et précieuse. Dans cette région, contre toute attente, le changement climatique entraîne certes beaucoup plus de chaleur, mais aussi plus de précipitations. Conséquence, cette année, les nappes phréatiques sont gorgées d'eau. C'est ce qui a permis le réveil de ce qu'on appelle les rataras, un système d'irrigation de la terre créé par l'homme il y a 3000 ans sous forme de galeries souterraines. Dans la province de Tinrir, nous avons pu descendre dans les profondeurs du désert, dans l'une des plus grandes et des plus anciennes rataras creusées il y a des siècles. Je pensais aux ancêtres qui ont creusé ça avec leur propre force. Ils sont avec leurs moyens très sommaires, que des pioches et leur force de travail. Ces kilomètres de galeries souterraines permettent aussi d'éviter l'évaporation de l'eau durant les grandes chaleurs. C'est pas salé, c'est clair. De l'eau claire et potable. Là, nous sommes dans le niveau le plus bas de la galerie. Ici, les agriculteurs m'ont parlé d'une profondeur de 18 mètres. Donc 18 mètres de profondeur. Nous sommes dans un champ de captage où on capte de l'eau souterraine, on le canalise pour le ramener au village, donc à l'oasis.
Les rataras captent l'eau des nappes et utilisent la pente du terrain pour amener l'eau de pluie et les eaux souterraines jusqu'au village et les parcelles à irriguer dans les oasis. Une fois sortie à l'air libre, l'eau de la galerie est acheminée par le canal jusqu'aux terres à cultiver. Dans la province de Jorf, au sud-est du Maroc, environ 3000 agriculteurs vivent encore de leurs terres. À chaque saison, sa culture. En avril, Abdelali s'occupe de la pollinisation de ces palmiers dattiers, ce qui permettra la récolte des dattes quelques mois plus tard. Tout ceci serait impossible sans l'eau de la Ratara. Mohamed Taldi est né ici. Aujourd'hui, il est agriculteur. Pour pouvoir profiter de cette eau, il doit contribuer à l'entretien et au nettoyage du canal. Cette eau gratuite de la Ratara est fondamentale pour assurer la survie de sa famille. Pour irriguer les champs, pour les palmiers dattiers, pour nos animaux. Mais il y a un tas de choses qu'on peut faire avec cette eau-là. Les palmiers dattiers nous donnent des dattes qu'on peut vendre et qu'on peut économiser pour manger, pour les petits, pour nous aussi. En ce qui concerne ce blé-là, ça peut nous aider. L'essentiel que les Ratara doivent être vivantes pour toujours. Parce que sans eau, personne ne peut vivre. Mais qui décide de la répartition de cette eau dans les parcelles? Qui a le droit à quoi? Chaque agriculteur reçoit un nombre d'heures de débit d'eau pour irriguer sa parcelle. Ce droit d'eau est hérité de générations antérieures. Et c'est le cheikh de la Ratara qui gère cette répartition. Mon rôle est de m'occuper de la répartition du travail ainsi que de l'eau. On distribue l'eau à tour de rôle. Dans une journée de 12 heures, s'il y a par exemple 4 personnes, chacun a droit à 3 heures de débit d'eau dans sa parcelle. De 3 heures à 6 heures, de 6 heures à 9 heures, de 9 heures à midi, et la distribution continue ainsi. Ce système d'irrigation, encore très présent aujourd'hui dans le sud-est du Maroc, est en train de disparaître. Si pour certains, le mode de fonctionnement de ces rataras est beaucoup trop archaïque et trop contraignant, aujourd'hui, beaucoup d'associations environnementales se battent pour réhabiliter les rataras dans les zones désertiques, persuadées qu'elles y ont un rôle fondamental. Ce système ancestral est un symbole parfait de développement durable. Le travail de l'homme est la seule énergie nécessaire à son bon fonctionnement et au cheminement naturel de l'eau et de la vie dans les oasis. Christophe Maury, vous avez regardé avec intérêt ce reportage. Un système d'irrigation vieux de 3000 ans pour faire face. Alors, c'est peut-être pas une solution qui est transposable partout, bien entendu, mais là, on cherche des solutions et on les trouve finalement dans quelque chose de très ancien, quoi. C'est un reportage très intéressant, c'est une micro-solution, j'allais dire, c'est vraiment une gestion intégrée de l'eau, très locale, qui évidemment à plus grande échelle ne peut pas se reproduire, mais on voit que ce sont des systèmes qui ont un impact écologique, une empreinte écologique qui est très faible. Alors quand on entend parler aujourd'hui d'autres empreintes écologiques, les autres empreintes écologiques que sont les barrages, avec les grandes conséquences que ça peut avoir sur la planète, on en vient évidemment aux solutions et au stockage de l'eau. Comment peut-on stocker l'eau? Est-ce qu'il faut en stocker une grande quantité? Alors d'abord, il faut probablement mieux l'utiliser, avoir des réseaux plus performants, beaucoup moins de pertes sur les réseaux. Et je peux vous dire qu'on a beaucoup de pertes sur les réseaux. Donc être efficace dans le domaine de la gestion de l'eau, c'est aussi penser la ressource en termes de stockage. Alors, de stockage comment? On prend l'exemple de la Sardaigne, qui est notre île sœur. La Sardaigne a une capacité de stockage de 1,8 milliard de mètres cubes. Nous avons une capacité de stockage de l'ordre de 110 millions de mètres cubes. Il ne s'agit pas d'augmenter la capacité de stockage, surtout quand on voit ce qui se passe en Sardaigne et qu'on voit des barrages dont le taux de remplissage n'excède pas 60 ou 65%, et qui reste régulièrement à 30%. Donc il faut se poser la question en Corse des grands barrages et plutôt se tourner vers des solutions beaucoup plus pragmatiques, type retenue collinaire, c'est-à-dire des solutions locales où le stockage de l'eau ne se fait pas dans la rivière.
une vingtaine de ce retenu collinaire pourraient faire l'affaire en Corse, je dirais, à moyen terme. Stéphane Pouffary, ça veut dire aussi que, alors évidemment, on attend beaucoup des dirigeants des pays, hein, des grandes puissances, les États-Unis, la Chine, les grands pays européens, bien entendu. Mais c'est toute notre vie quotidienne aussi qui va être impactée, et donc il va falloir s'adapter dans notre vie quotidienne. Je pense que l'exemple qu'on vient de voir là sur l'eau montre ce que l'on appelle une chaîne de valeur. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête un discours un petit peu stressant, d'imaginer que les solutions vont obligatoirement impacter de manière terrible et négative nos vies. Elles sont créatrices de valeur. Elles sont créatrices de performances économiques, sociales et environnementales, et on peut les décliner quasi à l'infini. On pourrait appeler ça des pépites, c'est les questions des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de l'aménagement du territoire, de la gestion intégrée d'une ressource, quelle qu'elle soit. L'eau, bien sûr, c'est un patrimoine, mais aussi d'autres ressources qui peuvent être ainsi valorisées. Et je crois que notre travail à nous aujourd'hui, c'est d'être dans une transparence réelle pour être en capacité de témoigner de la performance. Parce que chaque fois qu'on a un effet ricochet sur toute une chaîne de valeur, les coûts s'additionnent. Les coûts-bénéfices. Alors que si on continue à les voir de manière sectorielle, alors évidemment, on va avoir que des petits verrous, et si on les additionne, c'est impossible. Par contre, si on commence à voir les traits d'union, les effets de levier d'une solution par rapport à une autre, là, en l'occurrence, la création de richesses locales, peut-être aussi de la mobilité géographique, peut-être aussi la fixation d'activités économiques, peut-être associée à de l'énergie qui pourrait générer d'autres types de revenus, du tourisme, là, on commence à être dans un processus de transition qui est adaptable dans l'urbain, dans le rural, dans des milieux vulnérables, dans des milieux sous pression ou même dans des milieux qui sont en processus de développement. Et je crois que tout notre travail aujourd'hui, c'est de questionner ces grands événements qui nous interpellent, au-delà du côté évidemment très triste de voir des gens qui meurent et des territoires altérés, mais de voir comment expliquer cette transition positive qui n'est pas un vœu de militant, qui est un vœu simplement d'économiste, d'environnementaliste, de sociologue, et de témoigner de cette réalité et de notre capacité à la démultiplier. Je crois que c'est vraiment la solution qui doit être un peu de devenir générale. D'accord. Rapidement, en quelques secondes. Je crois que nous sommes le problème, nous sommes la solution. D'accord. En tout cas, on suivra avec intérêt les travaux que vous menez, bien sûr, à l'université et vous-même au sein de votre organisation non gouvernementale. Merci d'avoir été avec nous pour toutes ces explications, pour ces analyses, pour ces constats et puis pour ces solutions à établir. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez une très bonne fin de soirée sur Via Stella. On se retrouve le mois prochain pour de nouveaux carnets de Méditerranéo. À très bientôt. Thank you.